L'Indochine, c'est 750 000 km² à l'époque, composé tout au nord du Tonkin, au centre de l'Annam, au sud de la Cochinchine, plus deux royaumes qui sont associés étroitement, qui sont le Cambodge et le Laos. Au total, c'est 24 millions d'habitants. On les appelle à l'époque les Annamites pour les Vietnamiens actuels, et également évidemment les Cambodgiens et les Laotiens. Les Français, il faut le savoir, à l'époque, sont très peu nombreux, ils sont 40 000 dans toute l'Indochine, dont 18 000 militaires. L'Indochine, ce n'est pas du tout une colonie de peuplement à l'époque. Les Européens, les Français sont essentiellement concentrés à Hanoï, à Saigon, un petit peu à Hue, mais il faut savoir que par exemple au Laos, il y a, je crois, moins de 600 Français répertoriés en 1940. C'est une colonie qui est plutôt prospère, on l'appelle à l'époque la perle de l'Empire. Et essentiellement, on y développe beaucoup d'activités économiques, soit en termes d'agriculture, soit en termes de petite industrie, de commerce évidemment, et c'est aussi une position stratégique dans cette région du Pacifique. La France à l'époque est puissante, c'est encore elle qui a gagné la Première Guerre mondiale, elle a une flotte qui est encore puissante, et c'est quand même une puissance respectée. Néanmoins, se dessine une menace au nord, avec l'attaque perpétrée par le Japon sur la Chine, d'abord sur la Mandchourie au début des années 30, puis nouvelle offensive à la fin des années 30, et cette fois-ci, les troupes de l'empereur japonais gagnent le sud, donc Pékin, Shanghai, et puis Canton, pour finir. Donc Chiang Kai-shek est acculé dans le sud de la Chine, donc vraiment sur la frontière tonkinoise, et donc il y a évidemment une zone de tension qui est préoccupante. Et à l'intérieur, toute une série de séditions qui sont en train d'émerger, soit portées par ce qu'on pourrait appeler les communistes, de façon un petit peu rapide, incarnée par Nguyen Ai Quoc, qui ne s'appelle pas encore Ho Chi Minh. Donc sédition communiste, et également beaucoup plus autonomiste, avec des sectes locales, des mouvements indépendantistes, etc. La situation change assez rapidement avec la défaite de 40, puisque, pour aller vite, le général Katrou va vouloir céder à la pression japonaise qui se fait tout d'un coup extrêmement forte pour obtenir notamment des possibilités de passage en Indochine dans sa stratégie de lutte contre la Chine. Et le général Katrou s'apprête à céder aux Japonais puisque la France est en train de s'effondrer en métropole, il n'a plus les moyens de faire face au Japon. Et alors, assez curieusement, c'est Vichy qui va taper sur les doigts de Katrou en lui disant qu'il n'était pas question de faire des concessions, au contraire qu'il fallait demeurer ferme face aux prétentions japonaises. Donc Katrou est évincé, l'amiral Decoux est nommé pour prendre la tête de l'Indochine. Donc il est vraiment estampillé Vichy à ce moment-là, puisque on dit qu'il a été recommandé par l'amiral Darlan. Et lui va tenter après avoir adopté une position ferme, Vichy va évoluer et va lui demander lui aussi de faire des concessions. L'amiral Lecoq qui va appliquer les directives du régime de Vichy, y compris le statut des Juifs, la lutte contre les loges maçonniques, etc. Lui, l'amiral Lecoq, il est vraiment préoccupé par des considérations extrêmement pragmatiques et de maintenir au maximum la souveraineté française sur la terre d'Indochine. Donc il va faire quelques concessions, il va vraiment faire en sorte de lâcher le moins possible, mais néanmoins, en effet, petit à petit, le Japon va obtenir un droit de passage au Tonkin, va pouvoir établir quelques garnisons dans le sud, etc. Mais son souci, et ça sera le cas jusqu'en 1944-45, c'est de maintenir le drapeau français en Indochine pour une reconquête possible ou pour en faire une base de restauration de la souveraineté nationale. Les Américains, déjà jusqu'en décembre 1941, jusqu'à Pearl Harbor, on ne peut évidemment pas compter sur eux. Il n'est pas question qu'ils s'engagent en notre faveur, même s'ils disposent à Pearl Harbor, en l'occurrence de forces importantes, et notamment de marine, enfin d'une flotte importante. Mais on ne peut pas compter sur eux. Les Britanniques auraient tendance à être beaucoup plus favorables à notre cause, mais néanmoins, ils sont eux aussi dans une situation extrêmement complexe, puisque quand ils sont attaqués par le Japon après Pearl Harbor, leurs positions tombent les unes après les autres, ils n'ont pas les moyens de venir à notre secours. Les Chinois ne sont pas là non plus, combattent pied à pied les Japonais, n'ont pas les moyens de venir nous aider, donc on est effectivement totalement seuls, les Européens d'Indochine sont totalement seuls, ils ne peuvent pas bénéficier de renforts venus de métropoles ou d'Europe, et parallèlement, la France libre, depuis Alger, et puis après, sur la fin de la guerre, depuis Paris, va tenter d'infiltrer des agents en Indochine, mais évidemment des agents qui sont plutôt opposés au régime de l'amiral Lecoux, avec lequel il composera néanmoins, donc c'est un petit peu compliqué.
premiers combats ont opposé les Français et les Japonais dès le mois de septembre 1940, du côté de Langson, donc dans le nord du Tonkin, au niveau de la frontière entre l'Indochine et la Chine. Épisode qui va durer quelques jours, mais il y aura quand même quelques dizaines de tués. Certains historiens considèrent que les Français qui sont tués à cette occasion sont les premiers morts de la guerre du Pacifique. Après, s'établit une forme de coexistence relativement pacifique jusqu'en mars 1945. Et en effet, en mars 1945, on avait eu quelques signes avant-coureurs. On voyait qu'il y avait des mouvements au sein des troupes japonaises qui avaient disposé des garnisons dans tout le territoire indochinois. On s'aperçoit en effet qu'ils sont sur le point de commettre un coup de force. Et de fait, le 9 mars, ils attaquent. Ce qui est un petit peu perturbant, c'est de voir que le commandement français avait eu connaissance de ces signes avant-coureurs 3, 4, 5 jours avant. Ils n'avaient pas forcément les moyens de se défendre contre cet adversaire qui était puissant, mais néanmoins, ils auraient pu s'organiser pour riposter de façon un petit peu plus efficace. De fait, à quelques exceptions près, les Français vont être pris au dépourvu, dans toute l'Indochine, hein. Et beaucoup vont quand même se battre avec beaucoup d'héroïsme. Les tués se font innombrables, hein, notamment à Hanoï, à Haiphong, essentiellement au Tonkin. Les combats les plus héroïques ont lieu au Tonkin. En tout cas, en 3 jours, l'affaire est pliée. L'Indochine tombe sous la férule japonaise. À force de travailler sur le sujet, d'en parler avec des historiens de la période, c'est vrai qu'il faut se garder d'une comparaison un peu trop facile entre l'Allemagne nazie et le comportement et les troupes de l'empereur japonais. Ce qui n'exonère pas du tout le Japon de ses exactions, mais en effet on est sur des façons d'agir, des idéologies, des cultures très différentes. Néanmoins c'est vrai qu'on a surnommé la Gestapo japonaise, la Kempeitai, c'est la gendarmerie militaire de l'armée japonaise qui est chargée de réprimer toutes les menées qui seraient opérées contre l'empereur du Japon, contre l'armée japonaise, contre le régime japonais. Donc ce sont des militaires qui suivent, les contingents japonais au cours de leurs opérations et qui derrière s'efforcent d'aller pourchasser les opposants. En Indochine, ça ne va pas, ça va se reproduire, hein, comme partout ailleurs. Très rapidement, la Kempeitai récupère notamment beaucoup de fichiers au sein de la sécurité militaire vichiste, dans lequel il trouve le nom d'un certain nombre de ce qu'on appelait les résistants, puisque d'une certaine façon, on peut vraiment les qualifier de tels. Tous les fichiers des opposants sont récupérés et leur permettent de déclencher une série de poursuites. Et ensuite, la Gestapo, enfin la Kempeitai, la Gestapo japonaise, va pourchasser les Européens sur des prétextes aussi futiles que la détention d'un appareil photo, d'un poste de radio, de quelques cartouches de chasse, etc. Donc les Européens sont immédiatement incarcérés par la Kempeitai qui les emmène dans des centres. Alors la loi française plus tard va les homologuer de façon très précise, mais en effet essentiellement toujours à Hanoï, Haiphong, Saigon, Phnom Penh, Hue, Vietri et dans ce type de localités sont mis en place des centres donc de détention et de torture, hein. De fait, elle sera systématisée. Très difficile de savoir combien de personnes ont été torturées dans les centres de la Kempeitai, mais en tout cas, en effet, les méthodes qui sont déployées sont sensiblement comparables à celles qu'on a pu connaître ailleurs, c'est-à-dire supplice de la baignoire, électricité, fer à souder, etc. On va dire que c'est en Chine, hein, essentiellement, et en Corée que les Japonais ont été les plus radicaux, pour le simple fait qu'ils y sont restés le plus longtemps, mais ils vont déployer des méthodes comparables dans d'autres régions, que ce soit aux Philippines, dans toutes ces régions sur lesquelles ils ont pris pied. Il y a ces centres de détention tenus par la Kempeitai, et il y a ce qu'on appelait des camps de concentration. Alors je sais que l'expression peut prêter à confusion, il faut être prudent et délicat dans leur emploi. Néanmoins, il y a un décret de 1951 qui reconnaît une série de lieux comme lieux de déportation en Indochine et qui confère à ceux qui ont été le statut de déportés. Et en effet, ce sont des camps, je suis désolé pour cette comparaison parce qu'elle est assez triviale, mais ça fait vraiment penser au camp tel qu'il est décrit dans le pont de la rivière Kwai. Sauf que les survivants des camps d'Indochine estimeront qu'évidemment, il y a beaucoup d'éléments qui sont romanesques dans ce fameux pont de la rivière Kwai, mais on retrouve vraiment ce type d'ambiance avec la mortalité consécutive. Des camps de la mort, il y en a deux, hein. Il y en a un à Hua Bin au Tonkin et un autre à Pak Song au Laos.
Et en effet, les prisonniers français qui sont conduits, en quelques semaines, on registre des taux de décès de 10, 15, 18%. Donc on est vraiment sur des mortalités qu'on va retrouver dans les camps Viet Minh après la guerre, après cette guerre, la Seconde Guerre mondiale, ou que l'on trouve dans certains camps de concentration allemands. En quelques semaines, les hommes périssent d'épuisement, de fatigue, de la malaria, du typhus, etc. Donc on peut parler un peu de camp de la mort, oui. Dans ces camps, à ma connaissance, il n'y avait que des Européens. En revanche, dans les locaux de la Camp Pétail, on a pu en effet torturer des sujets vietnamiens. Une fois de plus, on disait anamites à l'époque, éventuellement des sujets chinois, puisqu'il y avait une communauté de 400 000 Chinois en Indochine, pour fait de collaboration, pardon pour ce terme-là, avec les Européens. Donc certains ont pu en effet subir les affres les exactions de la Camp Pétail. Très difficile à chiffrer, les archives sont vraiment incomplètes, donc on ne peut pas le savoir, tout comme on ne sait pas combien de Vietnamiens ont pu tomber aux côtés de leurs camarades français dans les premiers combats du 9, 10, 11 mars, mais il y en a eu a priori quelques centaines. Le Japon demeure en effet réticent à reconnaître les crimes perpétrés par l'armée impériale durant la guerre. Néanmoins, il y a eu quand même une tentative de... Enfin, on a cherché à appliquer la justice, et en tout cas à châtier les responsables de ces crimes. Donc, il y a eu un grand tribunal qui a été mis en place à Tokyo, sur le modèle du tribunal de Nuremberg, pour juger les criminels de guerre ayant agi dans l'ensemble de la sphère de domination japonaise. La France a cherché à déférer devant cette cour une série de criminels japonais qui ont été arrêtés après la défaite du Japon, essentiellement des responsables de la Camp Pétail d'ailleurs, ou des officiers supérieurs japonais, mais n'a jamais réussi à entrer dans les critères qui avaient été mis en place pour juger ce type de criminels de guerre, c'est-à-dire des critères qui sont ceux du crime contre l'humanité, crime de masse, crime de guerre, tels qu'on a pu qualifier les actions opérées par exemple par un Keitel en Europe. On n'a pas réussi à trouver exactement ce type de configuration en Indochine, crime contre la paix non plus. Donc ils ont été pour l'essentiel jugés à Saigon, auprès du tribunal militaire de Saigon, dans un procès qui s'est étalé sur plusieurs années, par sessions successives. Donc plusieurs dizaines de criminels japonais présumés sont passés devant cette cour. In fine, il y a eu quelques dizaines de condamnations à mort, donc beaucoup par contumace, et quelques dizaines d'exécutions sur un terrain militaire non loin de Saigon. Par rapport à l'ampleur des crimes qui ont été commis en Indochine, il faut savoir qu'on estime qu'il y a eu entre 2500 et 3000 tués sur 40 000 personnes, ce qui est quand même non négligeable, hein, si on le rapporte à la population de la France de l'époque. Il semblerait que le châtiment ait été relativement léger. Voilà, mais grosso modo, au début des années 50, tout est terminé, on n'en parle plus, la France est en pleine guerre d'Indochine, il reste 4 ans avant Dien Bien Phu, le sort des criminels japonais est devenu secondaire. Donc aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de gens qui sont témoins de cette époque, en tout cas leurs descendants. On sent encore beaucoup de l'amertume, mais encore c'est un euphémisme, par rapport par rapport au fait que ces criminels n'aient pas été jugés, que ce châtiment n'ait jamais été prononcé. Je me suis intéressé à cet épisode pour des questions familiales, même si ma famille a été relativement épargnée par cette tragédie, puisque mes grands-parents, puisqu'il s'agit d'eux, étaient en poste à l'époque en Indochine et ont été faits prisonniers, eux à Phnom Penh, et ont été incarcérés à Phnom Penh du 9 mars au 45 au 12 septembre, avec ma mère qui était minuscule et mon oncle qui est mon parrain. Mais en effet, la famille n'a pas eu à déplorer le moindre mort. En effet, ils sont tous sortis squelettiques et frappés par la dysenterie en sortant de ces camps, en tout cas là aussi attention au vocabulaire, mais de ces ghettos. C'était vraiment des principes de ghettos qui ont été mis en place. Donc ils ont été relativement épargnés, et ce que je raconte en effet, c'est que quand j'étais gamin, j'entendais toujours cette phrase « sans la bombe atomique, on ne serait pas là ». Phrase qui me laissait un petit peu stupéfait à chaque fois, mais qui ne manquait pas d'une certaine vérité. Et ce qui est étonnant, c'est une phrase que j'ai réentendue tout au long de l'enquête, dès que je pouvais interroger des anciens ou leurs descendants. Cette phrase revient tout le temps. Sans la bombe atomique, on aurait tous été tués. Il n'y avait pas de centre d'exécution sommaire ou autre. En effet, les gens étaient simplement les conditions étaient telles qu'elles suffisaient à susciter une mortalité très rapidement.
Il faut savoir que les Français qui ont été enfermés là-bas, essentiellement des militaires, hein, quasiment exclusivement des militaires, étaient déjà très faibles physiquement. Ça faisait 4 ans qu'ils étaient en Indochine, qu'ils n'avaient pas pu bénéficier des rotations habituelles. Et grosso modo, ils étaient tous, même si l'Indochine s'en sortait plutôt bien, souffrait un peu de sous-nutrition, de manque de diversité nutritionnelle. Donc c'était quand même des gens affaiblis, fatigués, qui en plus avaient subi 3 jours de combat extrêmement violents. Donc ils se retrouvent dans ces camps. Et en effet, il n'y a même pas de barbelés dans ces camps, simplement la jungle qui s'usait en elle-même. Et ils sont, comment dire, affectés à des travaux, premièrement, sans aucun intérêt. C'est-à-dire on creuse un trou, on le rebouche, on va creuser un trou plus long, on le rebouche, on coupe un morceau de bois, on met un endroit, on le ramène à son endroit initial. Donc ils sont épuisés physiquement très rapidement et surtout, en effet, les conditions sanitaires sont épouvantables. Donc c'est plutôt ces gens meurent de beriberi, de dysenterie, de typhus, de dénutrition accélérée, toute une série de pathologies tropicales qui sont... comment dire, qui ne laisse aucune chance, ou très peu. Qu'on a pu trouver dans d'autres systèmes concentrationnaires ou totalitaires, notamment communistes. On le retrouve également un petit peu dans le système nazi, même si beaucoup des déportés étaient quand même affectés à des usines de production d'armement ou d'industrie, etc. Mais ce côté de casser le moral des prisonniers par des travaux absurdes, qui en plus peuvent les conduire à la mort, on les trouve quand même ailleurs, ou dans le système totalitaire chinois. Mais en effet, il y a une dimension assez perverse, qui là pour le coup nous éloigne du pont de la rivière Kwai où les détenus étaient censés bâtir un pont pour faire passer un train. Là, il s'agit vraiment de les épuiser. À l'époque, le Japon, après mars 1945, sait que sa défaite est inéluctable dans cette région du Pacifique. Donc, ils vont, de façon très habile, soutenir, d'une certaine façon, les mouvements vietminiens par l'envoi d'experts, de formateurs, éventuellement l'envoi d'armes ou l'utilisation des maquis Viet Minh pour aller poursuivre quelques éléments français qui sont en fuite dans la brousse. Donc on ne va pas parler d'une collaboration entre Viet Minh et Japonais, mais il y a des accointances qui se font ça et là pour, une fois de plus, soit servir le projet d'indépendance des uns, soit servir le projet de pourchasser et d'éradiquer ce qui reste de Français pour les autres. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ultérieurement, après la défaite du Japon, Ho Chi Minh et Viet Minh voudront se présenter comme une force qui s'est vaillamment battue contre les Japonais durant cette période de mars à septembre 1945. Il y a toute une propagande d'essence très communiste, qu'on retrouve très bien, avec un micro-fait d'armes qui se retrouve exalté comme une victoire de l'ampleur de Stalingrad. J'exagère un peu, mais on n'en est pas loin. Donc voilà, il y a vraiment une instrumentalisation mutuelle du Viet Minh et du Japon. Ce qui est assez étonnant, et là pour le coup c'est presque romanesque, j'allais dire, c'est qu'après la défaite du Japon, un certain nombre d'officiers japonais vont prendre la brousse, vont s'éclipser pour éviter d'être arrêtés, et vont être récupérés par les maquis Viet Minh, et certains d'entre eux vont être formés par des officiers japonais. Et jusque dans les années 50, les forces françaises, qui à l'époque sont en pleine guerre d'Indochine, vont continuer à trouver dans les maquis Viet Minh des formateurs et des officiers japonais qui sont là depuis 7 ans, 8 ans, 10 ans, planqués dans la jungle et qui parfois ont fait souche, se sont mariés avec des Vietnamiennes et ont des enfants sur place. Je pense que l'apport des officiers japonais à l'organisation de l'armée Viet Minh a été quand même marginal, a sûrement pu être utile ça et là de façon très opérationnelle. Mais le Viet Minh en soi avait quand même des ressources internes extrêmement fortes. On pense forcément à Giap, qui est forcément connu par son rôle dans la défaite de Dien Bien Phu en 1954, mais qui dès 1945 organise ses maquis avec beaucoup d'intelligence, c'est-à-dire qu'avec quelques effectifs et quelques vieilles mitraillettes ou vieux fusils, parvient à créer l'insécurité, à se développer, à faire le coup sur Hanoï en mars 1945. Donc les Viet Minh ont quand même des ressources stratégiques en eux-mêmes extrêmement efficaces. Et d'ailleurs, on verra leur efficacité très rapidement. Donc non, je ne pense pas que les Japonais aient joué un rôle décisif dans la structuration de l'armée Viet Minh. L'Indochine arrive relativement tardivement dans les préoccupations, on va dire, du général de Gaulle et de son entourage. C'est-à-dire qu'il le dit lui-même dans ses mémoires, l'Indochine m'apparaissait un grand paquebot voguant au large et sans capitaine, et moi j'étais sur ma petite barque, etc. Enfin, dans des phrases, dans un passage assez connu de ses mémoires de guerre. Donc il s'y intéresse assez tard, et il comprend assez vite que, non seulement l'Indochine peut être utile pour restaurer la souveraineté française après la libération, et il comprend également très vite, que si la France ne prend pas les moyens
de restaurer sa souveraineté, elle sera balayée très rapidement par des forces adverses. Il rédige un courrier qu'on retrouve facilement aux archives, qui est extrêmement prémonitoire sur ce qui va se passer en Indochine. Il l'écrit noir sur blanc, c'est-à-dire qu'il explique que les Japonais quitteront leur garnison pour faire un coup de force, chasser les Français, bâtir des camps et évincer les Français d'Indochine. Donc il y a cette préscience, cette prémonition chez le général de Gaulle qui est vraiment intéressante, mais qui ne va pas forcément se traduire de façon extrêmement percutante. C'est-à-dire que ses conseillers, son entourage, des éléments assez fascinants d'ailleurs, parce qu'il y a des voyages, des aventures incroyables d'agents qui sont parachutés au Tonkin, qui retournent à Alger en passant par la Birmanie. Enfin, c'est des choses extrêmement fascinantes, mais ils imaginent pouvoir reconstituer en Indochine ce que la résistance va essayer de faire, par exemple en France, avec le maquis des Glières notamment, c'est-à-dire parachuter des armes dans des maquis, infiltrer des agents et faire des bases de résistance actives pour aller combattre les Japonais. C'est totalement différent en Indochine, c'est impossible, ne serait-ce que parce que le relief est différent, c'est du combat de jungle, l'adversaire est disséminé, sur place la population est extrêmement faible, il y a 40 000 personnes. Et donc en fait, le général de Gaulle et son entourage vont essayer de structurer une résistance qui va faire un travail assez héroïque, et beaucoup d'entre eux vont être tués, de renseignement, de repérer les convois indochinois, les aérodromes, déterminer le nombre d'appareils présents sur un aérodrome, etc. Mais le problème, c'est que ce type d'action génère du bruit, génère des indiscrétions, surtout que les résistants sont assez imprudents, donc parlent beaucoup, fument des cigarettes anglaises à Hanoï ou à Saïgon. Et donc ce sont des éléments qui ont pu expliquer la crispation des Japonais en mars 1945, qui voyaient bien que se tramait une espèce de mouvement clandestin qui pouvait les gêner le moment venu. Et donc il n'est pas impossible que cette résistance, j'allais dire héroïque, mais au résultat mitigé, ait conduit quand même à accélérer ce coup de force avec les conséquences que ça a eu. C'est-à-dire que si on résume de façon très caricaturale les choses, en voulant structurer cette résistance pour assurer la restauration de la souveraineté française, en fait, on a créé la condition pour être évincé d'Indochine. Donc voilà, je ne peux pas parler d'un manque de clairvoyance, ça serait assez immodeste de ma part, 60 ans ou 70 ans après, confortablement installé dans un studio à Paris. Mais en effet, on peut s'étonner, enfin on ne peut que souligner des actions qui ont pu être intempestives et aboutir au contraire de ce qu'on voulait obtenir. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. En effet, je me suis intéressé à ces thématiques. Alors, il y a des raisons familiales qu'on a pu retrouver dans ce livre-là. Pour le travail sur Dachau, il n'y en avait aucune. Hein. J'ai personne autour de moi qui était concerné par cet épisode. Alors, est-ce que ce serait un souci de vouloir remettre en lumière des victimes oubliées, de leur rendre justice? Peut-être. Alors, ça, c'est pas à moi de dire, parce qu'il y a cette fibre-là, au fond de moi, qui chercherait à rendre hommage à des victimes un petit peu oubliées ou broyées par l'histoire, c'est possible, mais je ne pourrais pas dire à quel ressort cela obéit. Et ensuite, de façon beaucoup plus prosaïque, je dirais que ce sont aussi des histoires qui parfois suscitent un certain intérêt, c'est-à-dire de redécouvrir ces histoires totalement oubliées, qui éclairent d'un jour différent des épisodes aussi différents que la guerre du Vietnam ou la guerre d'Indochine, que la guerre d'Algérie ou que la déportation. Ça permet de jeter un éclairage différent sur la grande histoire, j'allais dire, dans le cas présent pour les cages de la Kempeitai, c'est la Seconde Guerre mondiale et la guerre du Pacifique d'un côté, et la guerre d'Indochine qui s'annonce de l'autre. Il y a cette espèce d'épisode entre les deux qui jette un éclairage curieux. Et c'est vrai que je m'appuierai simplement sur l'historien pour répondre à cette question, aussi de la tirer un petit peu plus loin. En travaillant un petit peu sur l'historiographie de la période, il y a toute une école là, qui est en train de se renouveler entre le Japon, le Vietnam, la Chine et la France pour retravailler et remettre en perspective toute cette période. Il y a un historien qui s'appelle Franck Michelin qui m'a beaucoup aidé sur la rédaction de cet ouvrage, qui a utilisé cette expression, c'est que le 9 mars 1945, il appelle ça la clé oubliée des indépendances indochinoises. Et je pense à force de travailler le sujet, je pense que vraiment ce résumé a beaucoup de sens. C'est-à-dire que la chute de l'Indochine, ça ne remonte pas au bombardement d'Haiphong par Thierry d'Argentlieu, comme on le date assez souvent. Ça remonte vraiment au 9 mars 1945. La France perd l'Indochine le 9 mars 1945, d'une certaine façon. Et si elle perd l'Indochine, c'est son empire colonial qui va suivre derrière. Donc si on tire encore plus loin, on pourrait dire que le 9 mars 1945 marque le début de la décolonisation. Alors évidemment, il y a Sukarno qui va également commencer à agir de son côté, etc. Mais ça a du sens de dire que le 9 mars 1945, c'est le début du grand mouvement de décolonisation dans l'ex-empire colonial européen.